Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, Montigny-le-Bretonneux est la sensation yvelinoise de ce troisième tour de Coupe de France. Ce dimanche, les Igny-Montins se sont imposés au tir au but face à Choisy-le-Roi. Une équipe qui évoluait pourtant 3 divisions au-dessus. Les détails dans ce magazine. Course insolite, le parc zoologique de Thoiry a organisé pour la première fois un 10 km dans ses allées dans la réserve africaine. Les coureurs ont pu réaliser cette performance au plus près des animaux, reportage à suivre. Golf, une Ryder Cup étudiante baptisée Youngers Cup est organisée cette semaine par l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines à Plaisir et au golf de Jardy. Nous recevrons les organisateurs sur ce plateau pour qu'ils nous présentent ce rendez-vous. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On le répète, chaque année, la Coupe de France fait rêver tous les footballeurs français. Cette compétition permet de voir des scénarios rocambolesques. Ce week-end, la magie a opéré du côté de Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montins qui évoluent en deuxième division de district ont réussi à renverser la montagne Choisy-le-Roi. Une équipe de R2, une victoire au bout du suspense au tir au but. Un montage de Xavier Jalin. Un tir au but qui marquera l'histoire de Montigny-le-Bretonneux ce dimanche 16 septembre au troisième tour de la Coupe de France. Les Igny-Montins qui évoluent en D2 de district ont réussi à éliminer Choisy-le-Roi. Une équipe qui évolue pourtant 3 divisions au-dessus. Score final 0-0, 5 tirs au but à 3. On est hyper content. Franchement, j'ai pas trop les mots parce que c'est la première fois que je vis cette sensation-là. Et du coup, très heureux. Le mot principal qu'on retient, c'est heureux. On a été solidaires et c'est ça le foot. La satisfaction de cette rencontre du côté Igny-Montin restera la défense. Montigny-le-Bretonneux qui avait encaissé 4 buts lors de la première journée du championnat de D2 contre Guyancourt a cette fois-ci réussi à résister face à l'armada offensive de Choisy-le-Roi. Très clairement, on était en dessous physiquement, techniquement on était en dessous, mais on a été très solidaires. Tactiquement, les joueurs ont fait preuve de rigueur, donc voilà, c'est très positif. Ils ont fait un match de Coupe de France, ils s'attendaient à un match de Coupe de France, costaud dans les duels, en ne prenant pas de risques, et ça leur a bien souri. Parce qu'il y a eu 0-0 et ils ont gagné au tir au but, donc félicitations à eux. Montigny-le-Bretonneux jouera son 4e tour de la Coupe de France le 30 septembre prochain. L'adversaire, lui, n'est pas encore connu. N'importe quelle équipe. On veut continuer, n'importe laquelle, franchement, il n'y a pas de fort, nul, non. Continuer une épopée, écrire une autre histoire à nous, et faire quelque chose. Montigny-le-Bretonneux rêve déjà de remplir le stade de la Coupe pour ce rendez-vous et les supporters ne demandent qu'à l'enflammer. Tour d'horizon à présent des principaux résultats de ce troisième tour de Coupe de France. Versailles qui évolue en N3 n'a eu aucun mal à s'extirper du piège tendu par le club d'Ormesson, une équipe de D2. Score final à 6-0. De son côté, le Chénet a failli réaliser l'exploit contre Bagneux mais s'incline 3-2. C'est terminé également pour Bois d'Arcy et Bailly-Noisy, 2 équipes de D2. Enfin, l'aventure continue pour Vélizy qui s'impose face à Asnières et Voisin-le-Bretonneux qui a réussi à sortir Sèvres 1-0. Rendez-vous le dimanche 30 septembre pour le 4e tour de cette Coupe de France. Football encore, le Paris Saint-Germain a dévoilé officiellement jeudi dernier les images de son futur centre d'entraînement à Poissy. Situé à 25 minutes du Parc des Princes, la structure permettra d'accueillir sur plus de 70 hectares les équipes de football et de handball ainsi que l'école PSG et les judokas du club. Au total, il y aura 17 terrains de football, un dojo, un gymnase ainsi qu'un stade de 5000 places. La structure permettra notamment d'accueillir les équipes jeunes et féminines du PSG. Coût total de l'opération, 220 millions d'euros entièrement financés par le club. La livraison est prévue pour l'été 2021. En handball féminin, Montigny-le-Bretonneux commence par une défaite dans le championnat de National 2 lors de la première journée. Les Igny-Montins se sont inclinés 33-24 face à Rose Hand du 29. Une défaite qui condamne pour l'instant Montigny-le-Bretonneux à l'une des dernières places du classement. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons pour sa première apparition de la saison dans le championnat de National 3. Plaisir s'est imposé de justesse sur le terrain de Montfermeil sur le score de 25-24. En quête d'une montée cette saison, les Plaisirois se retrouvent 4e après cette victoire. Pour tenter de prolonger cette bonne dynamique, Plaisir tentera de remporter sa 2e victoire samedi soir prochain sur le terrain de Saint-Michel Sport. Du baseball à présent, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont réussi à se qualifier pour les demi-finales des playoffs de première division. Les Igny-Montins sont venus à bout des Boucaniers de La Rochelle ce week-end à domicile. Les Cougars se sont imposés 7-4 dans le premier match et 12-4 dans la seconde partie. Ils restent donc en course pour la victoire finale dans ce championnat. On écoute l'un des joueurs de l'équipe, Dylan Mailleux, au micro de Marilène Yapichino.
Là, pour l'instant, nous, on est un peu au jour le jour. On passe les étapes les unes après les autres. Mais ouais, c'est sûr qu'on vise la finale et on veut finir champion. On est capable, on a réussi à secouer les grosses écuries, donc il n'y a pas de raison. La demi-finale des Cougars est programmée le week-end prochain contre Montpellier, l'une des équipes favorites pour le titre de champion de France. En rugby, maintenant dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir n'y arrive toujours pas. Les Plaisirois se sont inclinés pour la deuxième fois en 2 matchs contre Gennevillois à l'extérieur. Le score est très serré, 26-23. Avec ce résultat, les Évinois arrivent à obtenir le point de bonus défensif. Au classement, ils pointent à la 9e place du championnat sur 12 équipes engagées. Un résultat basket à présent, le club de l'ESC Trappes n'a pas fait de détails ce week-end dans le championnat de National 3. Les trappistes ont pleinement réussi leur entrée en lice en s'imposant, regardez bien le score, 112-53 sur leur terrain contre Séguinière Saint-Louis Basket. Une véritable démonstration, un résultat qui permet évidemment aux trappistes de prendre déjà la tête du championnat. On ouvre une page insolite à présent. Le parc zoologique de Thoiry proposait ce dimanche de courir à 10 km au milieu des zèbres, au-dessus des tigres ou à côté des éléphants à l'occasion de la Thoiry Wild Race. Au total, 1500 coureurs ont participé à cette aventure. Des images de Marilène Yapichino. Le parc zoologique de Thoiry a organisé ce dimanche 16 septembre l'une des courses yvelinoises les plus originales de l'année. Un 10 km dans les allées du parc au milieu des animaux de la savane. Pour cet événement, plus de 1500 coureurs se sont inscrits plusieurs semaines à l'avance. C'est un énorme succès. On a été obligé d'arrêter les inscriptions il y a déjà 3 semaines parce qu'on était arrivé à la limite de capacité qu'on avait prévue, 1500 dossards, ce qui fait de ce premier événement un des premiers événements sportifs des Yvelines pour la première fois. Au niveau sportif, les coureurs n'ont pas eu le temps de faire du tourisme à 100% malgré la proximité avec les animaux. Les organisateurs avaient concocté un parcours avec du rythme dans des espaces verts. C'était intéressant, c'était comme un petit trail plutôt qu'une course à pied. Avec des dénivelés, le passage sur la passerelle, plutôt sympa. Alors on a un peu tous les terrains, du bitume, là on a une bonne côte au château, mais c'est hyper sympa. À un moment il y a des marches aussi pour passer au-dessus des lions, mais le plaisir il est vraiment là. Puis on a un super beau temps, donc c'est vraiment sympa. Vu le succès rencontré, le parc zoologique de Thoiry devrait renouveler l'expérience l'année prochaine. La course pourrait cette fois-ci accueillir en plus un semi-marathon et de la marche nordique. On ouvre maintenant une large page golf. Ce mercredi et jeudi, une compétition internationale étudiante sera organisée dans les Yvelines. Elle mettra aux prises 14 jeunes Français internationaux. Pour nous parler de ce rendez-vous baptisé Youngers Cup, nous recevons sur ce plateau l'un des organisateurs, Pierre Nieto, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ainsi que l'un des participants, Paul Sabag. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous eu l'idée de cette compétition ? En fait, lorsque nous avons appris que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines avait la chance d'accueillir la Ryder Cup, nous nous sommes interrogés sur la façon dont l'université, qui est partie prenante et partie entière du territoire, pouvait s'impliquer dans cet événement. Et donc, on a réfléchi autour de 3 axes. Il y a eu un premier axe autour de la thématique du handicap, et nous avons collaboré avec la ville de Guyancourt sur une première journée qui a été organisée au Golf National le 13 avril, dans laquelle nous avons fait intervenir des enseignants-chercheurs de l'IT de Vélizy. Ensuite, nous avons fait une deuxième partie au mois de juin, un symposium sport-santé avec l'UFR des sciences et de la santé, dans lequel le golf, bien sûr, est impliqué, et à l'issue duquel la Fédération française de golf nous a invités, puisque c'était le même jour que l'Open de France de golf, nous avons été invités au golf national. Et enfin, la troisième partie qui se valait plus festive, autour des étudiants, c'était l'idée d'organiser une compétition dans un esprit de convivialité, comme l'a été créée la Ryder Cup, une compétition dans laquelle les étudiants français rencontreraient des étudiants étrangers dans un esprit tout à fait convivial et sympathique. Donc, au niveau des participants, ils seront 14, je le disais précédemment. Parmi eux, Paul. Paul, pourquoi vous avez décidé de participer à cette compétition ? Eh bien, est-ce que vous avez été contacté en amont déjà ? J'ai été contacté en amont déjà par Pierre. J'ai eu la chance qu'il me propose de représenter l'équipe de l'UVSQ, donc d'en être le capitaine. Et puis après, je trouve que c'est un événement qui participe un peu à toute l'émulation qu'il y a autour du golf grâce à la Ryder Cup en France. Et je trouvais ça très sympa de pouvoir participer à toutes ces festivités autour du golf. Et comment se sont fait les sélections justement ?
Alors en fait, les sélections, dans un premier temps, j'ai contacté tous mes collègues directeurs des SUABS, des services universitaires d'activité physique et sportive des universités parisiennes, d'un côté pour l'équipe française, ensuite pour la sélection étrangère, j'ai contacté les différentes écoles étrangères, la British School, l'American School, et puis j'ai contacté tous mes collègues aussi qui faisaient du golf en région parisienne. Des écoles de région parisienne? De région parisienne, oui. Et ce n'était pas trop compliqué justement de trouver des étudiants étrangers? Ça a été Je crois que vous avez eu quelques soucis. Il y a eu quelques soucis parce que il faut savoir que la Ryder Cup au départ c'est une compétition qui a été créée par des Britanniques et contre des Américains, pour jouer contre des Américains. Donc moi dans l'idée, mon idée c'était, si vous voulez, qu'il y ait quand même quelques Britanniques et Américains représentés. Donc j'ai contacté l'American School qui malheureusement n'a pas voulu donner suite pour différentes raisons à cette compétition, et la British School a répondu favorablement, et donc on aura au moins un étudiant anglais qui sera représenté dans cette compétition. Sinon on se retrouve avec une équipe française contre une sélection où il y a bien sûr un Britannique, mais il y a aussi des Suédois, une Japonaise, luxembourgeois, et des Suisses. Et il fallait trouver également des joueurs avec un bon niveau, je suppose. Alors, si vous voulez, au-delà, dans un premier temps, on voulait faire une compétition avec une première partie élite sur 2 journées, avec une première partie élite sur le golfe d'Isabella, une deuxième partie, plutôt deuxième série, sur le golfe de Jardy. Mais comme on n'a pas trouvé suffisamment de candidats pour arriver à si vous voulez, organiser cette compétition sur ce premier modèle, j'ai été obligé de revoir la formule. Du coup, on fait une compétition avec 2 équipes sur 2 jours. Voilà, ce qui fait que, si vous voulez, les concurrents vont se rencontrer, on fera la moyenne sur les 2 jours, avec comme spécificité qu'à la fin du premier jour sur le golfe d'Isabella, à la fin du premier tournoi, il y aura un petit quiz sur l'histoire de la Ryder Cup pour que ça donne une petite spécificité universitaire à cette compétition. Oui, justement, ce quiz, donc il y aura la compétition de golf, mais il y aura également ce quiz. Comment vous trouvez l'idée, vous, Paul, d'associer les deux, culture et sport? Justement, moi je trouve ça bien, puisque c'est quand même... c'est important de jouer au golf en sachant un peu l'histoire du golf et l'histoire de la Ryder Cup. C'est quand même un des événements les plus médiatisés au monde. 3e événement le plus médiatisé au monde, derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Donc c'est quand même 1 milliard de téléspectateurs. Donc ouais, c'est pas rien. C'est quelque chose de très très important pour le golf et pour la France, sachant qu'en plus le golf est pas forcément le sport le plus représenté en France, donc voilà, je trouve ça très bien. Moi. Et justement, vous connaissez l'histoire du golf par cœur, ou vous pensez vous en sortir au quiz? J'espère par cœur, je sais pas, il va peut-être falloir que je révise un peu avant d'y aller. Est-ce qu'il y aura des questions pièges? Non, pas du tout de questions pièges. Il y aura des questions assez simples, mais ce qui était intéressant, on me posera 10 questions, c'était de balayer un peu l'histoire de la Ryder Cup sur différentes époques, parce qu'il y a des grands noms de l'histoire du golf qui ont marqué dans ce sport, et l'idée c'était un peu de balayer toutes les époques pour que tous les grands noms les plus représentatifs du golf mondial soient là, soient dans ce quiz, avec quelques questions un peu anecdotiques, bien sûr. Paul, au niveau de la compétition, comment vous l'appréhendez? Vous voulez la remporter? C'est l'objectif? C'est toujours l'objectif. Après l'objectif quand même principal sera de passer un bon moment et de découvrir d'autres étudiants, de rencontrer plein de monde et de passer un bon moment. Le niveau sera élevé sur cette compétition? Oui, il y aura un niveau assez élevé. Est-ce qu'il y aura les futurs Tiger Woods peut-être sur cette compétition? Tiger Woods peut-être pas, mais il y a quand même déjà de très bons joueurs. Alors on a été obligé aussi d'essayer d'équilibrer pour que c'est un sens, si vous voulez. Il fallait pas que ce soit trop déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Donc on a essayé de faire en sorte de choisir des joueurs pour que les 2 équipes soient à peu près équilibrées. Dans le premier niveau, le mieux classé, le meilleur index sera un niveau de 4. Mais on avait aussi des possibilités d'avoir un index négatif qu'on n'a pas pris, parce que sinon ça aurait été trop déséquilibré en faveur de l'équipe française. Donc on voulait qu'il y ait quand même, que ce soit surtout fait dans un esprit convivial, équilibré, et surtout, comme disait Hugo tout à l'heure, comme disait Paul tout à l'heure, un esprit de partage, de convivialité qui fait la spécificité du sport universitaire. Et l'idée aussi, c'était de mélanger les filles et les garçons? Tout à fait, il fallait que ce soit une compétition mixte, et donc du coup il y aura pratiquement autant de filles que de garçons. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors, je vois que Paul est très intéressé par la question. Alors, on gagne une superbe coupe qui sera offerte par le partenaire YouGolf et qui a été faite par Hubert Privé, qui participe notamment, qui est un sculpteur, qui participe à de nombreux ouvrages, notamment il collabore pas mal avec le Golf National. Donc ça, c'est la coupe de la Youngers Cup. Et ensuite, j'ai de nombreux partenaires, notamment on a Golf Magazine, on a Wilson, on a le Haras de Jardy, on a bien sûr Isabella, on a le conseil départemental des Yvelines et Paris-Saclay, bien sûr. Cadeaux.
pour des cadeaux, et voilà. Donc, ça vous motive encore plus, Paul? Oui. Et la compétition est entièrement gratuite, bien sûr. Justement, si on veut participer, voir cette compétition, comment ça se passe? Alors, elle est gratuite pour tout le monde. Elle est gratuite pour les joueurs, elle est gratuite pour les téléspectateurs. Il y a une première partie qui se déroulera sur le golf d'Isabella mercredi de 13h à 18h. À 18h30, on aura le quiz sur 10 questions. Ensuite, il y aura un petit cocktail. Et le lendemain, les joueurs se retrouveront sur le golf du Haras de Jardy, avec qui nous avons un partenaire très privilégié avec l'université depuis de nombreuses années. Et donc, le Haras de Jardy, qui organise ça de façon très conviviale et à l'habitude, va ensuite organiser la deuxième partie, qui sera suivie d'une espèce de petite fête, d'un happy hour dans l'esprit étudiant, quoi. Voilà. Dans l'esprit étudiant. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je rappelle que la compétition baptisée Junkers Cup sera organisée du 19 au 20 septembre au golf Isabella de Plaisir, au golf de Jardy à côté de Versailles. Un reportage sur la compétition sera à suivre cette semaine sur TV 78. On continue à parler golf et de la Ryder Cup 2018. On connaît désormais le dernier nom qui composera l'équipe américaine. Le 12e homme s'appelle Tony Finau. Le joueur de 28 ans est l'un des joueurs les plus réguliers de l'année. Il a terminé 12 fois dans le top 10 des tournois. Il a également réussi à terminer à la 5e place du dernier US Open et 10e au Masters, et rejoint dans les wildcards Phil Mickelson ainsi que Tiger Woods, deux figures du golf national de ces dernières années. On continue à parler de golf. Une conférence débat sur l'héritage de la Ryder Cup 2018 en France s'était organisée jeudi dernier à Paris à la Maison de la Radio. La Fédération française et les organisateurs de la compétition ont présenté à cette occasion les futures retombées de la compétition sur la population française. Selon eux, la Ryder Cup devrait permettre de booster la pratique du golf en France. On écoute Pascal Grisot, le président de la Ryder Cup 2018. On pense qu'après cette Ryder Cup, évidemment, un plus grand nombre de personnes auront eu un premier contact avec le golf, et on espère que, bien sûr, ils vont se mettre à jouer au golf. Mais comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans mon intervention, après la Ryder Cup en 2022, la Fédération française de golf a gagné la candidature pour accueillir les championnats du monde amateurs pour les garçons et pour les filles. Et en 2024, on a les Jeux Olympiques. Donc je ne pense vraiment pas que le soufflet va retomber après la Ryder Cup. On clôture cette page Ryder Cup par une confirmation, celle de la venue de Michael Jordan, 6 fois champion NBA lors de la compétition. L'ancien basketteur grand amateur de golf viendra assister depuis les tribunes au rendez-vous parisien. Les spectateurs pourront également voir en action le surfeur Kelly Slater, multiple champion du monde, qui participera au match des célébrités le 25 septembre prochain. Enfin, le ballon d'or portugais Luis Figo, ancien joueur du Real Madrid, sera aussi de la partie sur cette compétition amicale. D'autres superstars n'ont pas encore confirmé à leur présence. Après Michael Jordan, on continue à parler basket. Le CBCLA, le Corneille Basket Camp Los Angeles, va organiser du 21 au 27 octobre un camp d'entraînement à Barcelone pour les jeunes. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir le fondateur du CBCLA, Corneille Akpakoun, ainsi que Charlotte Guérin, qui participera au camp d'entraînement. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors Corneille, pourquoi avez-vous décidé d'organiser cette compétition, enfin ce camp d'entraînement, qui est aussi une compétition? Oui, aussi. Pour permettre à un plus grand nombre de jeunes, prioritairement des Yvelines, de participer à des entraînements de qualité, de niveau semi-professionnel, pour qu'ils goûtent un petit peu ce que c'est que le haut niveau, qu'on s'entraîne beaucoup, pour qu'ils puissent progresser, revenir ici, pour montrer ce qu'ils ont appris pendant qu'ils sont là-bas. C'est un entraînement complet, vraiment? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un entraînement qui va être à la fois porté sur le physique, mais qui va être aussi porté sur le mental, qui leur permettra de progresser. Quel est le programme? Vous avez beaucoup de choses. On va avoir 4 heures d'entraînement tous les matins. Donc lever très tôt pour les faire entrer dans un rythme de sportifs de haut niveau. 4 heures d'entraînement de manière à ce qu'ils puisent vraiment dans le fond, pour que mentalement ils puissent progresser. Sans le mental, on n'arrive pas à être sportif de haut niveau. Donc avec ce type d'entraînement, je sais qu'ils vont se surpasser et devenir des meilleurs sportifs. Charlotte Guérin, ça ne sera pas trop usant ce camp d'entraînement? Mentalement et physiquement? Oui, c'est assez dur les levées, mais j'en avais déjà fait un à Los Angeles et puis j'avais beaucoup aimé. C'est pas que basket aussi, il y a des visites de la ville de Barcelone par exemple. Et donc c'est aussi un peu pour les vacances? Oui, c'est un peu pour les vacances, c'est qu'une semaine là Toussaint, c'est pas trop usant. Donc je rappelle que vous êtes à l'entente Le Chesnay-Versailles. Est-ce que ça vous aide après, ensuite, en club, ce type d'entraînement? Oui, c'est du perfectionnement individuel, alors que dans les équipes, en club, on fait plutôt du collectif. Et pour atteindre un niveau plus haut, il faut surtout travailler
son individuel, donc le shoot, le tir, le dribble, tout ce qui est perfectionnement. Comme ça. Qu'est-ce que vous avez pu justement améliorer, à votre avis, surtout le dribble. Vous avez fait combien de camps déjà? J'ai que fait le camp de Los Angeles, mais j'ai fait des entraînements le samedi et le dimanche avec le CBCLA. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pu justement améliorer? Oui, donc le dribble, je joue poste 5, donc intérieur, mais c'est très intéressant de pouvoir travailler le dribble, la montée de balle, même si c'est pas vraiment mon poste, pour pouvoir progresser dans un plus haut niveau. Corneille, est-ce que vous sentez que vraiment il gagne en maturité avec ces stages? Énormément. Surtout quand ils reviennent dans leur club après. Énormément, comme elle a dit, c'est pas que basket, il y a ce côté éducatif, sportif qui est important, où ils vont gagner en autonomie avec plein de différents moyens qu'on utilise, qui leur permet de revenir et de comprendre en fait leur place au sein d'un groupe, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux au groupe pour que le groupe soit meilleur. Vous avez fait ces camps d'entraînement à Los Angeles. Oui. Pourquoi avoir choisi Barcelone cette fois-ci? Très très bonne question. Los Angeles, c'est une grosse réussite, ça plaît beaucoup. Sauf que le problème, tout le monde ne peut pas venir à Los Angeles. Et je voulais donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. Alors j'ai délocalisé un petit peu le camp à Barcelone, d'autant que l'Espagne est quand même, ces 20 dernières années, le pays phare du basket en Europe. Voilà. Bon, peut-être pas cette année, ils n'ont pas gagné les championnats d'Europe, mais quand même depuis 15-20 ans, ils ont dominé, que ce soit les clubs, 4-5 clubs en Euroleague à Barcelone, enfin en Espagne. Donc je voyais pas d'autres endroits en Europe pour faire mes camps. Ça vous attirait aussi peut-être, vous, de votre côté, que ça soit l'Espagne plutôt que Los Angeles, encore, j'ai envie de dire? C'est une nouvelle localisation. Los Angeles, j'avais déjà fait, j'avais pas vraiment envie de le refaire. Mais l'Espagne, c'était, je prends espagnol à l'école, même si Barcelone c'est spécial. Mais oui, c'est plus proche, c'est moins contraignant, l'avion, et c'est aussi une très belle ville. Donc... Est-ce qu'il reste encore des places? Là, ça va commencer à faire juste, oui. Il nous reste encore, on va dire, une petite poignée de places. Mais ça va partir, à mon avis, en une semaine. Et comment on fait pour s'inscrire, justement? Sur le site internet cbcla.fr, on a tout qui est marqué, rubrique contact et réservation. Il y a un petit imprimé à remplir et à nous renvoyer, tout simplement. Au niveau des tarifs? On est vraiment pas cher. On est à 990 € pour le camp, payable en plusieurs fois pour permettre. Le plus important, c'est qu'ils puissent venir. C'est vraiment pas financier. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On compte sur vous pour nous envoyer des images de ce camp d'entraînement et des photos de Barcelone également. Avec plaisir. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cette page agenda par de la course à pied. Ce dimanche prochain, 25 000 coureurs s'élanceront de Paris pour rejoindre Versailles. La course fêtera cette année sa 41e édition et le parcours ne prend pas une ride, un montage de Jules Grenouville. La recette fonctionne depuis 1976. Les coureurs s'élanceront ce dimanche 23 septembre à 10h depuis la Tour Eiffel pour rejoindre le château de Versailles à l'occasion de la 41e édition du Paris-Versailles. Deux lieux symboliques séparés par 16 km. Vous avez les 6 premiers kilomètres de faux plat. Il ne faut pas non plus aller trop vite et s'emballer. Et ensuite, vous avez la fameuse côte des Gardes, la côte du cimetière qui est un peu méconnue mais qui tient son rang. Et puis ensuite, vous avez le faux plat sur l'avenue de Paris qui, pour moi, l'une des plus grandes difficultés puisque vous avez 1,5 km de faux plat et une grande largeur de chaussée. Comme tous les ans, 25 000 coureurs, dont 90% de la région parisienne, sont une nouvelle fois attendus sur l'événement. Les inscriptions sont complètes depuis le mois de juin. Pour beaucoup de gens, c'est une course d'entrée de jeunes coureurs, si j'ose dire. Tout le monde court un petit peu, puis un jour on court un peu plus. Puis on a des copains qui courent avec soi et puis qui eux sont des coureurs un peu plus chevronnés. Eh bien ils viennent inscrire leurs amis sur cette course-là parce que 16 km c'est quand même relativement court. Petite nouveauté cette année, les organisateurs ont créé une application où on pourra voir les temps de passage des coureurs sur 3 secteurs. Elle sera disponible à partir du 20 septembre. Tout semble prêt pour accueillir la plus grande course à pied des Yvelines. Il n'y aura pas que Paris-Versailles ce week-end, il y aura également du rugby avec le début du championnat honneur. Versailles qui s'est renforcé cet été pour monter en Fédéral 3 se déplacera sur le terrain de Montesson. Les Versaillais seront évidemment favoris de cette rencontre. Le derby vinois de cette poule 1 est programmé ce dimanche à 15h au Parc des Sports de Montesson. Si vous voulez assister au match, l'entrée est libre.
Toujours dans le championnat de division honneur, mais cette fois-ci dans la poule 2, le Saint-Quentin-en-Yvelines Rugby se rendra ce dimanche à 15h sur le terrain de Melun-Combes-Sénart pour débuter son championnat. Un déplacement compliqué pour les Saint-Quentinois qui ont flirté avec la zone de relégation toute la saison dernière. Cette année, les Bleus et Verts ont de plus grandes ambitions. Ils viseront une place dans la première moitié du classement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.